Bonjour, Mesdames, Messieurs. Nous recevons aujourd'hui en studio le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, M. Yves Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour, bonjour. Lors de l'entretien que vous nous aviez accordé en début d'année, en janvier, il avait été notamment question de mieux protéger la gestion de l'offre lors de futures négociations d'accords de libre-échange avec d'autres pays. Vous m'aviez dit qu'un projet de loi était en préparation à ce sujet. Or, ce projet de loi a été déposé en début de semaine. Exact. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que prévoit ce projet de loi? En fait, c'est très simple. Ce projet de loi-là interdit au ministre de céder dans une prochaine entente internationale des parts de marché supplémentaires ou de percevoir moins de taxes sur les importations qui excéderaient ce qui est déjà prévu. Donc, c'est-à-dire de protéger notre système de gestion de l'offre de façon définitive et efficace, comme on s'y était engagé en campagne électorale. Je pense que les citoyens commencent à réaliser que on promettait des choses, mais on essaie de livrer. Et c'est une grande fierté pour moi que ce projet de loi-là soit déposé. Je le dépose conjointement avec notre collègue de la Rive-Sud, Louis Plamondon. Qui a aussi beaucoup d'agriculteurs dans sa circonscription. Absolument. Puis il y a une question de tirage au sort là-dedans. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre là-dedans, mais en début de législature, quand on n'est pas au pouvoir, un dépôt de projet de loi privé, un projet de loi qui va émaner d'un député, ils mettent carrément nos 338 noms, mis à part ceux des ministres, dans un boulier, puis ils nous pigent. OK. C'est pour ça que c'est Louis qui dépose, parce que Louis a été pigé avant. Mais donc, on a établi nos priorités de parti. Et les premières personnes qui ont été pigées vont déposer les projets de loi. Ce qui n'empêche pas, évidemment, le porte-parole de défendre le dossier. Mais j'imagine, en tant que porte-parole, vous avez été directement impliqué dans la rédaction du projet Absolument, de loi? oui. En fait, on l'avait déjà préparé. Moi, je l'avais déjà déposé au mois de décembre dans ce qu'on appelle les journaux, là, pour protéger un peu notre... Puis là, il a fallu que je le retire puis qu'on dépose Louis, parce que sinon, il n'aurait pas été traité dans la législature. C'est complexe un peu, là. Mais ce qu'on veut, évidemment, quand on dépose un projet de loi, c'est pas juste faire des nouvelles puis dire « Je suis bon, j'ai déposé un projet de loi à mon nom, puis qui ne sera jamais traité parce que ton tour de rôle est trop loin. » Ce qu'on veut, c'est que le projet de loi soit traité, puis ce qu'on veut, c'est qu'il soit adopté. Et on va travailler très fort dans ce sens-là. Mais c'est ce dépôt-là dans le journal que vous aviez fait avant Noël qui fait que vous ne pouviez pas trop le commenter en janvier. Là. Voilà. Puis là, comme il est déposé, bien là, c'est ça. Et puis là, qu'il soit déposé en Chambre, c'est une chose, mais il faut qu'il soit adopté. Pour qu'il soit adopté, vous allez avoir besoin d'alliés à la Chambre des communes, peut-être même d'alliés à l'extérieur de la Chambre des communes pour faire pression sur les autres partis. Quelle est votre stratégie, là? Vous êtes un homme perspicace. Oui. Effectivement, moi, à chaque fois que je rencontre les producteurs sous gestion de l'offre, je leur parle du projet de loi et je leur dis, on va avoir besoin de vous pour faire pression sur les députés. Moi, évidemment, on a déjà commencé à faire du travail de coulisses aussi, auprès des autres formations politiques. Et ce qu'on espère, c'est être capable de faire passer le projet de loi. Je pense qu'on peut raisonnablement avoir espoir de régler cette question-là définitivement. Parce que vous savez, il y a encore des enjeux qui s'en viennent. Là. Il y a le Brexit. Il y a un risque. Puis le Parti libéral qui est au pouvoir nous promet « Inquiétez-vous pas, on ne donnera rien ». Mais est-ce qu'on a déjà entendu ça dans le passé? La réponse est oui. Et est-ce qu'ils ont donné des parts de marché? La réponse est oui. Donc, dans le fond, la confiance n'est plus là. C'est pour ça qu'on veut instaurer ça par système de loi. Est-ce que, par exemple, au niveau du NPD, il y a eu des discussions assez avancées? Est-ce qu'ils se sont engagés à vous appuyer là-dessus? Écoutez, on est encore au début des démarches, mais je sens une très belle ouverture. Moi, j'ai posé la question directement en Chambre là, lors de débats en début de session, justement, au chef du NPD. Il m'a répondu qu'il était très favorable. Et les gens chez les conservateurs semblent l'être aussi. Fait que d'après moi, en tout cas, il va falloir qu'ils se trouvent une bonne raison là, pour ne pas embarquer avec nous. Puis, si nos agriculteurs embarquent avec nous dans le mouvement et contactent leurs députés, ça peut faire aussi une différence. Fait que l'idée, c'est de travailler en équipe pour les gens. Moi, je le dis souvent, la période électorale, là, est finie. Là, c'est le temps de se parler entre nous, puis travailler pour le vrai monde. Puis la gestion de l'offre, c'est fondamental dans notre modèle d'occupation du territoire. Il faut qu'on réalise tout l'impact économique que ça a. Puis souvent, les gens vont avoir l'impression, mais ça protège juste les producteurs de poulet, les producteurs d'œufs, les producteurs laitiers. Oui, mais il y a beaucoup d'impacts secondaires. Tous les fournisseurs
de ces gens-là ont une sécurité financière qui vient avec ça. Toute l'occupation dynamique, si on enlève ça, là, c'est les fermes qui se vendent, qui deviennent de plus en plus grosses, puis des villages qui meurent. Oui. C'est notre nourriture aussi. Écoute, je pourrais vous parler pendant une journée complète sur la gestion de l'offre. Je me retiens, là. Mais c'est fondamentalement, c'est très, très important. Puis on en parle. Moi, j'en parle personnellement en campagne depuis 2015, mais je suis convaincu de ça de longue date. Et il faut que les brèches cessent. Vous avez abordé le NPD, les conservateurs, du côté des libéraux. Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a des gens Bien sûr, j'ai eu des rencontres avec la ministre. J'ai eu une rencontre avec la ministre Bibeau directement. C'est un peu vague comme discussion. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais les contacts sont pris, effectivement. On travaille avec tout le monde. L'idée, comme je viens de le mentionner, la campagne électorale est terminée, puis là, il faut essayer de faire avancer le bien commun. Je pense que c'est pour ça qu'on fait de la politique. À la limite, est-ce que vous pourriez demander qu'il y ait un vote libre de façon à ce que peut-être certains députés libéraux pourraient voter pour et d'autres contre? C'est pas une mauvaise idée. Oui. On verra. On verra. Et c'est pas le seul projet de loi que le Bloc compte déposer là, sous peu. Il y en a un, entre autres, là, sur le retrait de la loi sur le multiculturalisme pour le Québec. Ça, vous pensez vraiment que ça pourrait être adopté? Ça, c'est très difficile. Oui. Mais c'était plus une lutte symbolique qu'on mène. Mais tu sais, si on le fait pas, le débat, si on ne fait pas la prise de conscience, en même temps, ça n'enlèvera rien au Canada anglais. Ça leur coûte rien, ça leur enlève rien. Ça nous laisse juste l'autonomie d'appliquer notre modèle d'intégration culturelle. Ça, c'est un peu technique. Nous, on parle ici plus d'interculturalisme. Ouais. Les gens gardent leur culture pareil, tout ça, mais c'est l'idée de se définir une culture commune, puis sur des principes de base. La loi 21, vous avez vu une autre de nos réalisations, en guillemets, le mérite ne revient pas qu'à nous, mais on a vu dans les médias, là, il y a quelques semaines, la commission scolaire English Montréal recevait 125 000 $ du fédéral pour poursuivre le gouvernement du Québec en cours, pour contester la loi sur la laïcité. C'est une affaire qui n'a pas de bon sens, parce que les citoyens de Berthier-Masquinongé voient leurs taxes et leurs impôts servir à lutter contre leur gouvernement légitimement élu, qui a voté une loi qui est approuvée par plus de 70 % des gens. On a bombardé là-dessus pendant la période de questions, pendant 2 jours d'affilée, puis après la deuxième journée, comme par hasard, la commission scolaire English Montréal a renoncé aux sommes. Ça, quand ça arrive, je vais vous faire une confidence, c'est des moments qui sont quand même assez grisants. Puis là, on s'est demandé, OK, si on n'avait pas été là, il se passait quoi? Poser la question, je pense que c'est y répondre, du moins en partie. Alors, c'est à ça qu'on sert. Puis là, je reviens sur le multiculturalisme parce que je m'écarte. Oui. Mais il y a un lien quand même entre les deux. C'est qu'au Québec, c'est différents principes de vie. Tu débarques, la langue commune, c'est le français. Les femmes sont égales aux hommes. Oui. C'est tout, c'est simple. Et l'État n'a pas de religion. On ne t'enlève pas ta religion, mais l'État n'en a pas. Moi, je pense que ça, c'est des principes de vivre ensemble qui vont nous garantir une paix sociale dans les prochaines années. L'instauration de ces lois-là, on fait ça maintenant, mais c'est pour l'avenir. Et si ça avait été fait il y a longtemps, on n'en parlerait même plus. Lors de notre entretien de début d'année, il avait été aussi question des aspects du programme d'assurance-emploi qui avaient besoin d'être bonifiés, d'être améliorés. Oui. Et là, vous voulez, entre autres, légiférer au niveau des gens qui sont malades et qui ont besoin de prestations. En ce moment, absolument. C'est insuffisant ce qui est offert. Au moment où on se parle, la Caisse d'assurance-emploi, il faut peser les mots quand on les dit, hein? Assurance-emploi. C'est pas un fonds du gouvernement, cette affaire-là. Oui. Ça, c'est vous puis moi qui cotisent là-dedans, là, puis tout le monde, puis les employeurs. Puis ça permet d'avoir un salaire quand tu perds ton emploi, quand tu es dans l'incapacité d'occuper ton emploi. Oui. Bien, les gens atteints de maladies graves, ils ont droit actuellement à 15 semaines, alors que la moyenne des prestations, c'est 50 semaines quand tu as une perte d'emploi. Pourquoi? Cette personne-là a cotisé au même titre que les autres, puis est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? C'est une question de compassion humaine, et sérieusement, on était très heureux parce qu'on a fait notre journée d'opposition là-dessus, et la motion a été adoptée. Donc, quand on vote une motion, ça ne force pas le gouvernement à le mettre dans sa loi, mais c'est sûr que ça donne une grosse indication qu'un projet de loi comme celui-là a des bonnes chances d'être adopté. Donc, c'est pour ça qu'on l'a déposé. C'était comme une étape antérieure. Et imaginez-vous, là, vous luttez contre une récidive du cancer. Là. Vous faites de la chimio, de la radiothérapie.
vous avez de la misère à manger, vous avez envie de vomir tout le temps, et vous avez 15 semaines. Ça prend plus que 15 semaines. Ça prend plus que 15 semaines. Même 50 semaines, c'est pas beaucoup. Si vous voulez mon avis personnel, on fait ça parce que c'est un programme d'assurance qui est normé comme ça. Puis c'est ça, la durée des prestations. Fait que c'est un minimum. Ces gens-là, ils les ont payés leurs prestations. Sans compter qu'une personne qui est malade peut avoir aussi beaucoup de dépenses liées à ça, en médicaments, en voyage à l'hôpital, etc. Absolument. Puis il n'a surtout pas l'énergie d'aller travailler. C'est ce qu'il faut comprendre. Je pense que c'est une mesure sociale qui est très décente et qui ne coûte rien à l'État. Ça, c'est important de l'expliquer aux gens, là. C'est une caisse d'assurance-emploi. Donc, c'est des sommes qui sont... Bon, il est arrivé souvent que le gouvernement aille chercher de l'argent dedans. C'est ce qu'on a toujours condamné, qu'on condamnera toujours, mais à l'heure où on se parle, il y a 4 milliards de surplus. Ça ne coûtera pas une scène. Il n'y a pas de raison. Fait qu'on espère que ça va passer. Je saisis la balle au bon. Lorsqu'on avait parlé en janvier, vous m'aviez dit que vous pensiez aussi peut-être tenter de légiférer pour empêcher le gouvernement à l'avenir de piger dans la caisse d'assurance-emploi pour équilibrer son budget. Ça, est-ce que ça serait une un peu bonne plus idée. Tard, vous allez préparer un projet de loi pour ça? Les possibilités sont là. Oui. Tant qu'à vous avoir en studio, pouvez-vous nous parler aussi de la position du Bloc dans le dossier des voies ferrées? Il y a des blocus à plusieurs endroits au pays. Ça a des répercussions. Bien sûr, on pense à la question du propane pour les agriculteurs, mais ce n'est pas les seuls types de répercussions. On interviewait il n'y a pas longtemps le PDG de la compagnie Richard ici à Berthierville qui disait qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement, certaines pièces qui devaient venir de Chine, des problèmes aussi à expédier ces produits dans des quincailleries dans l'ouest du pays. Et pour une entreprise comme Richard, les outils à Richard, ça implique aussi des pénalités de livraison parce qu'ils n'ont pas les intrants, donc ils font leur possible pour les avoir avec des délais. Tu sais, si les bateaux passent par Montréal, je pense qu'elle m'a expliqué que c'était 20 jours de plus. Mais ce 20 jours-là, à un moment donné, quand tu livres dans les grandes quincailleries, les outils, bien, il y a des pénalités, là. Oui. Que ça met en péril nos entreprises. Il y a des cas plus particuliers. J'ai un citoyen en Mauricie qui m'a contacté. Il y a des wagons sur le passage à niveau qui mènent à sa terre pour la sériculture. Il n'est pas capable d'y aller. Ça fait plus que 20 jours. Fait que je suis en train de faire des démarches auprès des autorités du CN pour dire, hey, comme, envoyer quelqu'un pour détacher les wagons, on va étasser 10 pieds, puis il va pouvoir... Il y a un paquet de trucs, mais au-delà de ça, l'impact économique est très, très grave. Là, il y a des bateaux qui accostent aux États-Unis à la place d'accoster au Canada. Oui. Est-ce qu'on veut vraiment qu'ils prennent l'habitude de faire ça? Tu sais, le chemin de fer, là, je pense qu'on s'en rend compte. De toute façon, historiquement, ce pays-là a été construit là-dessus et le lien économique est important. Et qu'on soit indépendant ou non, on aura toujours du commerce. C'est essentiel. Il faut protéger ça, il faut développer ça. Notre position là-dessus, puisque vous m'avez posé la question. Oui, bien sûr. Dès le départ, on a été la position raisonnable, située entre le Parti libéral du Canada qui dit « on fait rien, on est ouvert au dialogue, mais ils ne veulent pas nous rencontrer. » C'était ça pendant plusieurs jours. Oui. Pendant les 10 premiers jours de la crise, le premier ministre du Canada était en Afrique, en train d'essayer de faire des démarches pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'il y a une crise nationale dans son propre pays. Moi, je pense que tu perds de la crédibilité quand tu ne rentres pas dans ton propre pays dans les premiers jours pour faire une intervention sur la crise. Le gros problème, c'est qu'on a un premier ministre qui n'a aucun leadership et c'est assez surréaliste en Chambre. On le voit, là... c'est pas simple à régler une crise non, comme je ça. sais, mais tu sais, on le voit quelques minutes à la télé, là, mais toute la journée à la Chambre des communes, ils avaient l'air complètement dépassés. Donc, l'inaction, en même temps, c'est pas simple à régler. Vous avez tout à fait raison, mais il faut faire quelque chose. Moi, attendre plus de 10 jours avant que le ministre responsable des services aux Autochtones aille rencontrer les gens, ça n'a pas de bon sens. 10 jours, c'est déjà beaucoup trop long. Alors, il y a eu une action là. De l'autre côté, il y avait le clan conservateur qui disait « on rentre dans le tas ». C'est pas une bonne idée non plus, là. On se souviendra de 90 et ainsi de suite. Oui. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est, regardez, la problématique est en Colombie-Britannique. Contre le gazoduc Coastal GasLink. On suspend les travaux temporairement, on retire la GRC du territoire, ils retirent leur barrage, on ouvre le dialogue.
Et là, le dialogue, il prendra le temps qu'il prendra, c'est pas grave, tant que les barrages sont soulevés. On n'a pas voulu appliquer les solutions du Bloc jusqu'à cette semaine. En fait, la semaine dernière, la GRC a retiré son poste de commande du territoire, mais continuait à patrouiller. Donc là, les autres, ils disaient, ils ne sont pas partis pour vrai, ils patrouillent. Là, cette semaine, on a arrêté les travaux 2 jours. Ils sont en train de discuter là. Fait que les solutions du Bloc, est-ce qu'elles étaient raisonnables? Est-ce qu'elles étaient réalisables? Est-ce qu'elles peuvent permettre d'avoir un cheminement dans ce dossier-là? Bien, je pense qu'on est en train de répondre oui à cette question-là. Du moins, je l'espère sincèrement. Là, il manque une étape, c'est qu'il faut que les barrages lèvent. Si on a suspendu les travaux, puis on a retiré la GRC, c'était les 2 conditions qui étaient émises. À un moment donné, il faut que ce soit donnant-donnant aussi. Là. C'est l'étape qui manque. Mais on a bon espoir que ça se règle dans les prochains jours. Je l'espère sincèrement parce que nos producteurs agricoles, là, c'est les propanes. À l'automne, c'était le grain. Là, on parle des productions avec des animaux vivants. Là. Avec des milliers de poulets, le bien-être animal, c'est bien à la mode. Là. C'est important aussi, mais ça va être un enjeu. Là. Et c'est ça. Le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, a évoqué le fait qu'une crise comme celle-là, ça montre que peut-être le projet de GNL Québec pourrait être compliqué à réaliser. Est-ce que vous comptez vous positionner davantage face à ce projet-là, de montrer que peut-être... En fait, notre position a toujours été la même. C'est que on a des institutions au Québec. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, qu'on appelle communément le BAP. Ces gens-là sont formés pour évaluer ça. Ils doivent être mandatés. Ce qu'on dit, il y a 2 choses. C'est le BAP qui doit se positionner là-dessus. Donc, c'est pas à nous à venir dire au gouvernement du Québec quoi faire. D'ailleurs, au Bloc québécois, on va toujours éviter de faire ça parce que c'est une de nos principales raisons d'être, c'est d'empêcher Ottawa de toujours venir dire à Québec quoi faire. Et donc, il faut que ce soit évalué par le Bureau d'audience publique, mais il faut que ce soit évalué aussi dans sa globalité. Là, des fois, on veut couper les parties, le projet en différentes parties pour en diminuer les impacts. Je pense qu'il faut que ce soit évalué. Puis le BAP nous dira quoi faire. Tu sais, la position, dans le fond, c'est celle-là. Puis c'est la position qu'on avait pendant la campagne électorale, qui parfois ne satisfaisait pas les gens qui nous questionnaient, mais il y a des étapes à suivre. Et si les consultations se déroulent bien, advenant que ce soit approuvé, là, ou advenant qu'ils veulent cheminer, peu importe, là, l'important, c'est de faire bien les étapes. En Colombie-Britannique, moi, j'ai bien l'impression qu'il y a eu des étapes qui ont été escamotées. Là. On se fie beaucoup sur les structures. Là, dans l'argumentaire, entre autres, qui a été utilisé par les conservateurs, on dit le conseil de bande a été en faveur. Oui, le conseil de bande, créé par la loi sur les Indiens de 1876. Les chefs héréditaires, c'est autre chose. Et traditionnellement, eux autres, ils ont comme le devoir de protéger le territoire. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort. Là. Je veux juste essayer d'expliquer que c'est très complexe comme situation. Puis dans le fond, ça vient de où? Ça vient de la fameuse Constitution où on traite les Autochtones. Premièrement, la loi s'appelle encore la loi sur les Indiens, pour vous donner une idée comment ça peut être dépassé comme concept. Et qui a créé tout ce système-là de réserve. Puis je pense qu'il faut revoir ça en profondeur puis créer un partenariat. Et c'est ce qu'on veut faire dans un Québec indépendant. Je pense que ce serait une belle occasion de le faire. Oui. Mais là, pour la Colombie-Britannique, on ne les mettra pas dans le Québec, là. Mais il y a là des discussions et des consultations, je pense, qui ont été mal faites. Je ne sais pas si ça répond. Je pense que ça répond à la question. Mais pour GNL Québec, ça pourrait causer problème parce qu'il y aurait justement beaucoup de personnes... Tout dépend comment les choses sont faites et tout dépend comment on respecte les institutions. Mais la base, je la répète, Bureau d'audience publique, évaluation, puis évaluation globale du projet. Alors, merci d'être venu en studio nous parler de ça. Ça fait grandement plaisir. Au plaisir de vous recevoir en studio à nouveau. N'importe quand. Merci.